Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons évoquer un colloque que La Pensée et les Hommes a organisé sur le thème Bruxelles, ville musulmane en 2030. Chemsi Cherevkan, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui pour vous présenter aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes administrateur de La Pensée et les Hommes et aussi le promoteur d'un humanisme musulman. Alors, vous avez organisé en novembre 2010 un colloque sur le thème Bruxelles, ville musulmane en 2030, point d'interrogation. Pouvez-vous nous dire un peu le contenu de ce colloque qui s'est déroulé sur le site de l'Université libre de Bruxelles ? Eh bien, s'il ne tenait qu'à moi, je n'aurais même pas mis de point d'interrogation, mais apparemment le titre a interpellé, voire inquiété, et donc en intellectuel scrupuleux, nous avons estimé de commun accord qu'il fallait un point d'interrogation, d'autant plus que les projections démographiques tiennent compte d'un certain nombre d'hypothèses, mais il ne s'agit pas de sciences dures, comme dans les statistiques concernant les sciences. Ici, c'est vrai qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent influencer en cours de route. On part d'un constat du passé pour une extrapolation de l'avenir, mais citons un cas extrêmement intéressant qui est celui de l'adhésion éventuelle de la Turquie. On pourrait à l'Union européenne. On pourrait se dire que cette adhésion, si elle a lieu, pourrait être suivie d'un accroissement substantiel de l'arrivée de nouveaux Européens ressortissants de la Turquie, nouveaux membres. Et donc, voilà un facteur qui n'est pas pris... Et de confession musulmane pour la plupart d'entre eux. Pour pratiquement tous. Et donc, voilà un facteur qui n'est pas pris en considération parce que c'est l'avenir, ça peut produire, ça peut ne pas se produire. Mais l'extrapolation qui se passe sur des données du passé permet de dire effectivement que en 2030 ou 2040, ou peut-être 2050, peu importe, mais en tout cas la tendance est que dans un laps de temps relativement proche, par rapport à 50 ans de passé ou de présence musulmane en Belgique, ça fait un demi-siècle, on peut se dire effectivement que d'ici le demi-siècle prochain, l'augmentation sera substantielle. Je ne vous cacherai pas, mais vous le savez bien sûr, ce titre même a pu interpeller un certain nombre de personnes qui nous ont dit, vous savez, vous reprenez là une formule qui a été publiée dans le Vif l'Express, n'allez-vous pas un peu trop loin ? Est-ce qu'on peut concevoir qu'en 2030, toute la ville de Bruxelles sera occupée par des personnes de confession musulmane ? Mais ce n'est pas du tout l'affirmation du Vif l'Express. D'ailleurs, le Vif l'Express se base sur des études scientifiques faites par des scientifiques qui ont pignon sur rue, qu'ils soient de l'ULB ou de la VUB, voire de l'UCL. Et là, je veux dire, la responsabilité n'est pas du côté du journaliste qui fait le travail, mais du côté des scientifiques. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des démographes, nous ne faisons que prendre en notre compte ces études, nous nous posons sur ces études, mais qui ne disent pas que Bruxelles, dans sa globalité, deviendrait une ville musulmane. Il ne s'agit pas de ça. Mais le fait est qu'un certain nombre de quartiers, dans certaines communes en particulier, ont d'ores et déjà une population musulmane majoritaire. Et quand nous disons population musulmane, nous voulons dire par là de culture ou de confession musulmane. Parce que même un des scientifiques qui a pu dire un jour que dans 20 ans, l'islam sera la première religion du pays. Quand on l'interroge, il prend soin de dire « mais est-ce que dans 20 ans, ces gens seront encore musulmans ?» Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Quand on voit l'évolution des premiers musulmans par rapport aux musulmans d'aujourd'hui par rapport aux premiers musulmans, on peut dire on ne peut plus musulmans aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'ils les seront moins. Mais on peut se poser la question. Moi, je prends chaque fois que j'en ai l'occasion, soin de préciser que nous parlons de population, de culture ou de confession musulmane. Certains parlent d'ascendance musulmane, de famille musulmane, issue de l'immigration musulmane. Donc c'est vrai que les termes ne sont jamais très neutres, mais s'il existait un terme très neutre, je le prendrais volontiers à mon compte. Alors les choses s'expliquent parce qu'on observe
que les familles de tradition musulmane ont plus d'enfants que les familles belges traditionnelles. C'est l'augmentation démographique assez marquée dans les jeunes générations d'ici 20 ans qui va produire cette profonde modification. Et nous savons bien, et les politiques en ont parlé, qu'il faudra prévoir une extension des écoles. On nous dit que pour Bruxelles, plusieurs écoles primaires et secondaires manquent déjà et que d'ici 10 ou 20 ans, il faudra créer davantage d'écoles. C'est donc le problème de l'expansion démographique au sein des populations immigrées, notamment d'origine musulmane, qui explique au fond la formule. Mais moi, je suis content que vous abordiez cet aspect-là, parce que le titre du colloque était ce qu'il était, mais son sous-titre, on s'est empressé d'oublier, alors que vous venez d'aborder la question du sous-titre qui était « Comment nous préparer à mieux vivre ensemble ». Alors, comment nous préparer à mieux vivre ensemble? La question se pose aussi bien pour nos concitoyens de culture et de confession musulmane que pour les autres. Et bien sûr, l'aspect démographique, nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais ce n'est pas juste les naissances, c'est aussi les regroupements familiaux dont on a beaucoup parlé dernièrement, puisque le Parlement a pris des dispositions alors qu'il n'y avait pas encore de gouvernement. Et c'est aussi le fait que la population autochtone, entre guillemets, de Bruxelles a tendance à quitter Bruxelles. Et donc, il y a des phénomènes divers, et c'est le résultat de ces flux divers qui fait que la proportion de citoyens de culture ou de confession musulmane augmente et va sans doute encore augmenter à l'avenir. Mais donc, la vraie question, c'est comment nous préparer à mieux vivre ensemble, puisque chaque jour, on constate effectivement qu'il y a un certain nombre de difficultés à surmonter. Vous avez parlé des prévisions, des mesures à prendre en matière d'enseignement, de crèche, d'emploi, de formation, et à côté de cela, il y a aussi des difficultés du vivre ensemble dues à certains malentendus, dues aussi au fait que les nouveaux arrivants, notamment, ne savent pas toujours comment assumer leur islamité tout en étant des citoyens loyaux à l'égard de l'état de droit. Et donc là, il y a aussi tout un effort de pédagogie à faire, aussi bien auprès de la population qui accueille qu'auprès de la population qu'on appelle les nouveaux arrivants. Nous allons revenir dans un instant sur ces questions de différence ou de dissemblance entre ces populations, mais je voudrais relever quelque chose que vous avez dit il y a 50 ans, que les premiers arrivants de confession musulmane se sont installés en Belgique. J'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'il n'y avait pas vraiment de difficulté avec ces primo-arrivants. Et peut-être que ce sont les enfants de ces primo-arrivants qui sont aujourd'hui, qui se sentent davantage religieux ou musulmans que leurs parents et qui manifestent par diverses formes d'extériorisation leur attachement à la religion musulmane. Qu'en pensez-vous ? Et c'est intéressant de faire la comparaison entre les premiers arrivés et les générations d'aujourd'hui. Donc moi-même, je suis arrivé en 61, en même temps que les premiers travailleurs immigrés qui arrivaient avec un contrat en bonne et due forme, qui étaient accueillis. Moi, j'avais la chance d'avoir une bourse d'études du gouvernement belge. Nous étions accueillis et nous étions respectés. Moi, ça m'a marqué et donc ça nous a incité évidemment, moi comme les travailleurs immigrés marocains ou turcs, à avoir du respect pour les gens qui nous accueillaient aussi chaleureusement. Et puis les choses ont évolué en ce sens qu'il y a eu des crises économiques. Et puis on s'est rendu compte que les immigrés n'avaient peut-être plus tout à fait leur place parce qu'il manquait de l'emploi, ils n'avaient pas suffisamment de formation pour accéder à nouveaux emplois, des choses comme ça. Et c'est dans ce contexte-là que sont arrivés les femmes et les enfants des premiers immigrés. Mais chose qu'on perd souvent de vue, c'est que plus ou moins 10 ans après l'arrivée des premiers musulmans, nous avons assisté aussi à l'arrivée des premiers prédicateurs venus d'ailleurs, et par là je veux dire
ni de la Turquie, ni du Maroc, mais des pays comme le Pakistan, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite. Et ces prédicateurs ont évidemment eu une influence majeure. Il n'y a pas que cette influence-là, il y a une évolution socio-économique qui a aussi favorisé le retour des jeunes générations vers la religion en y cherchant sans doute un réconfort, une identité, une manière de se structurer par rapport à la société, on peut le dire, mais il ne faut certainement pas écarter le rôle des prédicateurs qui s'étaient donné comme mission de ramener sur le chemin d'Allah ces immigrés de la diaspora musulmane qui, à leurs yeux, s'écartaient de ce chemin. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intégraient dans cette société occidentale, peut-être matérialiste, peu importe, mais peut-être au détriment de leurs valeurs de base, au détriment de leurs choix, de ce qu'ils croyaient être des choix religieux, ou une orthodoxie religieuse, alors que les premiers musulmans évoluaient dans le sens de faire en quelque sorte la réforme de l'islam, même s'ils n'étaient pas des spécialistes de la question. Mais tout naturellement, ils s'habituaient à vivre dans une société sécularisée et leur islamité devenait aussi une pratique plus ou moins sécularisée. Alors, la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution belge, mais pourtant, elle est vécue en Belgique de façon plus ou moins réussie. Est-ce que cette laïcité n'a pas été une sorte de frein ou d'obstacle à franchir pour ces populations musulmanes qui se sont installées? Je pense, encore une fois, à la deuxième génération, parce qu'avec la première génération, on ne voyait pas trop de difficultés. C'est avec les jeunes d'aujourd'hui qu'il semble qu'il y ait une opposition à l'égard de nos valeurs traditionnelles, les droits de l'homme, etc., etc. Alors, je voudrais souligner deux choses. La première est que la Belgique et la partie francophone de la Belgique est vraisemblablement le seul endroit au monde où le mot laïcité présente une ambiguïté. Et ce mot est devenu plus communément un synonyme de athéisme, du militantisme athée, plutôt qu'au détriment de son sens premier qui est la séparation de la religion et de l'État. Enfin, on reviendra là-dessus, c'est le deuxième point que je voudrais aborder. Mais il est évident que pour ces musulmans qui arrivaient ici, qui entendaient parler d'une laïcité au sens de athéisme militant, ils ont éprouvé un certain frein à l'égard de la notion même de laïcité, synonyme de non-croyance, voire même de ennemi de la religion, puisque les prédicateurs en question n'hésitaient pas à travailler effectivement les esprits dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, vous avez pris soin de dire que la Constitution belge ne prévoit pas, n'inscrit pas la laïcité comme principe d'organisation de l'État. Comme c'est dommage, je dirais, dans la mesure où s'il y avait des règles précises constitutionnelles en la matière, il aurait été beaucoup plus facile de faire la pédagogie de cette laïcité institutionnelle politique auprès des nouveaux arrivants pour leur faire comprendre qu'il fallait séparer le domaine de la foi du domaine du droit, le domaine du droit étant celui de l'État. Oui, mais les musulmans ne séparent pas justement le domaine de la foi et le domaine du droit, puisque la charia, la loi religieuse, s'impose devant la loi civile, en quelque sorte, ou tient lieu de loi civile. Écoutez, la charia, c'est une notion complexe qui a plusieurs sens, mais parlons plutôt du droit musulman. Lors d'un colloque à Meresou, il y a 3 ans, un professeur de l'UCL, professeur de droit, me faisait remarquer que le droit musulman est le droit positif des musulmans. Parce que j'avais pris soin de dire que le droit musulman n'avait pas sa place dans l'état de droit qui est la Belgique, où il y a un droit positif pour tous les citoyens, qui est le même pour tous les citoyens. Donc je lui ai répondu que le droit musulman était certes le droit positif des musulmans, mais dans les pays musulmans. Et ça, ce droit musulman est une élaboration humaine. Il ne faut pas sacraliser. Donc, entre la charia au sens de loi de Dieu, si vous voulez, mais quelles sont les lois de Dieu ? Lisez
le Coran, il y a d'excellentes traductions, vous verrez que le Coran est loin d'être la constitution, comme on dit, des États musulmans, et il est aussi loin d'être un livre de droit. Le droit musulman s'est élaboré au fil du temps par des théologiens jurisconsultes qui ont prétendu s'inspirer des bases de la religion. Mais simplement, ils ont dû légiférer, créer un droit de toute pièce, puisque au contraire du christianisme qui s'est répandu dans les pays de tradition de droit romain, le christianisme a pu profiter de cela, mais l'islam s'est développé dans des régions où il n'y avait pas de telle tradition en dehors des droits coutumiers. Et donc il a fallu que les juristes musulmans créent cela. Mais cette création est une création humaine. Il y a un remarquable livre de Leila Babès qui fait une distinction entre ce qu'elle appelle la loi d'Allah, mais la loi d'Allah, c'est un peu déjà ce que Moïse nous a enseigné il y a quelques siècles. Et la loi des hommes, c'est ce que j'appelle le droit musulman fait par les hommes, qui n'a rien de sacré. Merci infiniment, Shamsi Cherif Khan, pour vos propos.